Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va mettre à jour l'analyse de Sanofi. Avant de commencer, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, merci. Allez, on commence avec le cours de l'action Sanofi. On est quasiment au plus haut historique à 103 €. Est-ce que c'est encore le moment de s'intéresser à Sanofi, à ce niveau de cours? On va regarder ça ensemble. Évolution du chiffre d'affaires, donc c'est mis à jour avec le chiffre d'affaires 2024 qui a été publié dans la semaine. On est sur une croissance médiane de 3%. 2024 s'est soldé par moins 4% de croissance. Donc ça c'est pas bon. Pourquoi est-ce qu'on décroît? Parce que alors il y a possiblement des effets de change qui impactent le groupe, mais sinon il faut aller dans les rapports financiers, comprendre ce qui s'est passé pour qu'on ait une décroissance de la sorte. On est sur un groupe qui fait beaucoup d'acquisitions. Est-ce qu'elle crée de la valeur autant qu'elle devrait? Ça reste à voir. On a 30 milliards 700 millions d'acquisitions sur la période étudiée, ce qui vient booster la croissance, qui est sinon un peu molle. On va regarder les marges. Le taux de marge qui a été publié pour 2024, le taux de marge brut est à 70%, donc avantage concurrentiel significatif. L'entreprise est en capacité de monter ses prix, donc ça c'est plutôt bon. On est en plus quasiment plus haut sur la période, donc ça c'est vraiment pas mal. Mais l'efficience opérationnelle ne suit pas cette augmentation de l'efficience commerciale. On est sur un taux de marge d'EBITDA qui décroît depuis 2023. Donc là pourquoi? Il faut aller expliquer cette décroissance des marges. Mais ça c'est pas incroyable. Du coup ça impacte également le taux de marge nette qui est plus bas que la médiane et qui reste à un niveau correct à 13%, mais on n'est pas vraiment sur quelque chose de très très qualitatif non plus. On est sur un bon niveau de marge nette, mais pour le secteur d'activité, si on compare aux américaines, on est largement en dessous. Donc sur les marges, finalement, on n'est pas sur une société qui est vraiment qualitative. On continue avec la conversion des bénéfices nets en free cash flow, et là, c'est le drame. On a moitié moins, allez pas moitié moins, mais 40% de moins de free cash flow par rapport au bénéfice net. Pourquoi? Est-ce qu'on a une évolution du BFR défavorable? Oui, mais légèrement. Est-ce qu'on a une énorme dépense en capital? On a quand même 5 milliards de dépenses en capital additionnelles par rapport aux dépréciations et amortissements sur la période. Et ça, c'est pas significatif. Est-ce qu'on a des other non-cash items qui nous impactent? On a effectivement 25 milliards qui nous impactent. Donc là, il y a une partie de la différence, donc il faut aller voir ce qui se passe dans cette rubrique-là du tableau de flux de trésorerie. Mais on n'a pas l'intégralité de la différence, donc là, il faut aller chercher dans les rapports financiers, dans les tableaux de flux de trésorerie, ce qui s'est passé. Alors attention que ici, on n'a pas le free cash flow jusqu'à décembre 2024, donc il faut aller voir dans les dernières publications. Toujours est-il qu'il y a quand même une différence, et ça, c'est pas incroyable. Pour être conservateur, on utilisera les free cash flow pour valoriser l'entreprise s'il n'y a pas de dette. On continue avec la rentabilité opérationnelle, le rendement des capitaux investis. En médiane, on est sur 9,5 sur 2024, on est à 7,5. Et ça, c'est pas bon non plus. Pourquoi est-ce que la rentabilité opérationnelle se dégrade comme ça? Donc là, il faut aller questionner ce que dit le management à propos de cette rentabilité et qu'est-ce qu'ils vont faire pour la redresser. Mais bon, on est toujours largement supérieur à la croissance en termes de rentabilité, donc il n'y a pas de problème pour autofinancer la croissance, mais ça veut dire aussi que on va avoir moins de cash flow opérationnel qui pourront ensuite faire des free cash flow pour être distribués aux actionnaires. Donc là-dessus, c'est pas très qualitatif. On continue avec l'endettement. On est sur une dette nette qui a une fois l'EBITDA, donc il n'y a pas trop de sujet d'endettement, ça va être rapidement remboursé. On est à un peu moins de 2 fois les free cash flow, donc sachant que les free cash flow, on n'a pas la valeur jusqu'à fin décembre, donc il faut voir dans le dernier rapport financier qui a été publié, peut-être que la donnée n'était pas disponible dans le rapport qui a été publié, peut-être qu'il faut attendre le rapport annuel et pas le communiqué du résultat. Donc à surveiller. Bon, la dette n'est pas trop un problème sur Sanofi, en général elle l'utilise pour faire des acquisitions. On continue avec le rendement de l'actionnaire. On est sur, donc là on n'a pas la donnée de free cash flow, mais on est sur un dividende, non plus on n'a pas la dernière valeur de dividende, donc là il faudra aller voir dans la prochaine publication qui sera dispo.
donc de mémoire, le dividende a augmenté chez Sanofi. On est sur, si on se met en médiane sur les free cash flow, on est sur 7 milliards de free cash flow et on verse déjà presque 5 milliards. Donc là, il y a un sujet sur le ratio de payout sur les dividendes. C'est-à-dire qu'il va pas beaucoup augmenter, ou alors il faut que les free cash flow remontent. Mais on est déjà sur un niveau, on est un peu ric-rac au niveau du dividende, qui présente quand même un rendement qui est quand même élevé, ou enfin correct en tout cas. On est à peu près 3,5%. Donc ça peut être correct, mais il n'y a pas beaucoup de place pour l'augmenter. Au niveau des actions, du nombre d'actions, on a racheté des actions au début de la période, et puis depuis ça stagne. On est sur une légère augmentation du nombre d'actions, donc il doit y avoir des plans d'actionnariat salarié qui font qu'il y a une dilution, et c'est pas compensé par des rachats d'actions. De toute façon, il n'y a pas vraiment beaucoup de free cash flow pour pouvoir racheter des actions, donc il n'y a pas de miracle à ce niveau-là. Donc le rendement de l'actionnaire, qui inclut les dividendes et un peu de la dilution, il est à 3,60%, donc c'est correct, mais c'est pas vraiment qualitatif, et il y a peu de marge pour augmenter par la suite. Est-ce que, en termes de valorisation, c'est attractif? On va se mettre en valeur d'entreprise sur EBITDA. Eh bien, on est sur une surcote de 20%. On est sur une médiane de 10,5 sur la période de 10 ans. Et la dernière publication nous amène à 12,8, ce qui est un peu cher payé par rapport à la médiane historique. Si on se met sur les prévisions des 12 prochains mois, on est sur la médiane avec un EBITDA sur un EBITDA prévisionnel de 12 prochains mois. Donc, il n'y a pas de marge de sécurité, mais si on tient compte de la croissance, si on fait confiance aux prévisions des analystes, dans un secteur qui est imprévisible, cela dit, on peut se dire qu'il y a peut-être une légère marge de sécurité, ou en tout cas qu'on ne surpaye pas. Conclusion de l'analyse Sanofi, pour moi c'est toujours pareil, il vaut mieux rester à l'écart, c'est pas très qualitatif comme dossier, le secteur est dangereux dans le sens où il y a souvent des procès, et donc les entreprises, si elles n'ont pas assez provisionné pour ces procès, elles prennent des pertes. Bon, en tout cas, ça affecte vraiment leurs bénéfices. Et en plus, Sanofi n'est pas très très qualitative dans le secteur qui est lui-même un peu dangereux. Donc moi, je vous conseille de rester plutôt à l'écart de Sanofi. C'est tout pour cette analyse. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.